Béa? Oui. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Béatrice Perrier-Agostini. Je suis directrice relève et main-d'œuvre chez Aéro Montréal. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé en l'honneur de la Journée internationale des femmes. Avant de commencer, veuillez noter que tous les micros ont été désactivés afin de limiter les nuisances sonores. Si vous souhaitez poser une question, vous pouvez la soumettre en tout temps par écrit en français ou en anglais dans l'espace clavardage à l'intention d'Aéro Montréal et nous y répondrons à la fin de la présentation. Je passe tout de suite la parole à ma collègue Charlotte Laramé, vice-présidente opération chez Aéro Montréal. À toi, Charlotte. Merci Béatrice et bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour célébrer ensemble la Journée internationale des femmes. Alors, c'est un plaisir de vous avoir ici ce soir et avant toute chose, je voudrais remercier le chantier Relève et Main-d'œuvre d'Aéro Montréal ainsi que les jeunes ambassadeurs du regroupement Relève d'Aéro Montréal qui ont permis d'organiser cet événement. Les jeunes ambassadeurs du regroupement Relève au quotidien s'affairent à faire connaître notre industrie et nos métiers auprès de la relève. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui dans le contexte que nous connaissons tous pour aller chercher ces talents qui vont nous permettre de bâtir l'aérospatiale de demain. On le sait, l'industrie traverse une période qui est très difficile, mais si on est ensemble ce soir, c'est qu'on a tous l'espoir en tant que femmes et en tant qu'hommes de bâtir justement cette aérospatiale de demain et l'avenir pour notre secteur. Il est évident que nos leaders vont devoir poser les gestes et les bons gestes demain, notamment en s'entourant de personnes qui pensent différemment et en ayant des équipes mixtes et paritaires. On le voit, les meilleures décisions se prennent dans ce type d'équipe. Aujourd'hui, on a un très beau moment et une belle occasion pour faire un bond en avant et s'assurer que ces valeurs percolent dans notre quotidien. Dans cette dynamique, Aéro Montréal s'est engagé dans le défi 50-30 qui a été lancé fin décembre 2020 par le ministère de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. S'engager dans ce défi, c'est faire deux promesses. La première promesse, c'est celle d'avoir davantage de femmes sur les conseils d'administration et au sein de la haute direction. La deuxième promesse, c'est de s'assurer de représenter davantage les groupes qui sont justement sous-représentés aujourd'hui dans ces mêmes organes de gouvernance. Si on y pense, on a des entreprises ici présentes aussi qui sont incluses dans ce défi et qui participent à s'engager dans ce défi. On peut penser à Libellule Monde, mais on a aussi Bell Textron Canada, CAE, Lockheed Martin Canada, Pratt & Whitney ou encore l'Université Concordia qui sont à nos côtés dans ce défi et j'espère qu'on aura encore d'autres entreprises impliquées dans ce défi. Si on y pense, on a parcouru du chemin. Rappelons-nous, il y a un an, nous étions ensemble pour le lancement du livre blanc sur la gestion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Un an plus tard, on continue à prendre action en s'engageant notamment dans un défi comme celui du défi 50-30. Ce défi-là, c'est un message fort qui nous permet d'être convaincus qu'on donne le ton aujourd'hui au recrutement de demain pour notre secteur. On a un moment aujourd'hui pour s'assurer ensemble et avec les jeunes ambassadeurs du RAM, collectivement, de changer le visage de l'industrie. Et rappelons-nous, ça passe toujours par ce qu'on pense, ce qu'on fait et ce qu'on dit. Donc, c'est vraiment à ces trois niveaux qu'il faut qu'on s'assure que ces valeurs d'équité, d'inclusion et d'égalité soient avec nous au quotidien. Je vous souhaite un très bel événement. Merci. Merci, Charlotte. Alors, passons tout de suite à notre panel qui sera animé par nos deux jeunes ambassadrices du regroupement Relève d'Aéro Montréal. Il s'agit de Stéphanie Fior et Aya Bassioni, toutes deux étudiantes à l'Université de Concordia. Pour rappel, le regroupement Relève d'Aéro Montréal, nommé également le RAM, est un rassemblement pluridisciplinaire d'étudiants, de jeunes diplômés et professionnels du domaine de l'aérospatiale. Doté d'un comité organisationnel, le RAM est un milieu unique pour le développement de la relève et du domaine aérospatial. Alors, passons à nos panélistes. J'ai le plaisir de vous présenter 5 femmes d'exception. Nous avons Alexandra Duguay, technicienne prévôt chez Lockheed Martin, Catherine Filippelli, finissante en DEP usinage à l'EMAM, Stéphanie Lemieux, fondatrice et présidente de Libellule Monde, Caroline Massot, vice-présidente ressources humaines de Pratt & Whitney Canada et Chloé Massicotte, gestionnaire chez CAE. Je passe maintenant la parole à Aya qui va ouvrir le panel en posant la toute première question. Merci à toi, Aya.
Merci Béatrice. Donc pour commencer, à des vues d'introduction, pourriez-vous chacune à votre tour vous présenter brièvement et nous parler un peu de votre parcours et ce qui vous amène ici aujourd'hui? Donc j'aimerais commencer et donner la parole à Chloé. Parfait. Donc, bonsoir tout le monde. Je me présente Chloé Massicotte. Je suis gestionnaire en génie manufacturier chez CAE. Donc, ça fait 3 ans et demi que je travaille chez CAE. Donc, en fait, ce qu'on fait dans le groupe de génie manufacturier, c'est qu'on fait vraiment le support à la production. Donc, le support sur le plancher directement si on a des questions avec comment ils fabriquent une pièce, comment ils assemblent un certain assemblage. On va être là pour répondre à leurs questions directement. Donc, on est une équipe d'ingénieurs mécaniques et électriques avec plusieurs niveaux d'expérience variés. Donc, on a des anciens très seniors, on a des nouveaux aussi qui apprennent sur le plancher. On fait également tout ce qui est la création d'instructions de travail, donc comment faire l'assemblage des différentes pièces. Et notre équipe a contribué, je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles récemment, mais sérieux, on a été impliqués surtout du côté ventilateur, Air One, donc tout ce qui est ça, et aussi tout ce qui est des purificateurs d'air pur qui a fait les nouvelles récemment. Donc, notre équipe collabore à ces deux magnifiques produits. Chez CAE, au travers de mon parcours pendant 3 ans et demi, j'ai fait partie d'un programme de rotation en ingénierie pour les nouveaux diplômés, programme qui s'appelle le Ken Patrick. Et j'ai eu la chance de me promener dans différents départements de l'entreprise. J'ai fait notamment 6 mois en gestion de projet où j'étais vraiment en contact direct avec le client à faire des soumissions. J'ai également été 9 mois en tant que leader de cellule de production, donc vraiment plus au niveau de matériaux bruts composites, donc au début de la ligne de production, s'assurer qu'on livrait à temps, qu'on respectait les échéances, les budgets, faire la gestion personnelle. J'ai également été 9 mois sur tout ce qu'on appelle nos plus petits simulateurs, donc les IPT. Donc, j'avais une équipe qui était vraiment plus proche du client, s'assurer la livraison à temps, encore une fois. Puis, j'ai fait 1 an dans un poste un peu plus technique où j'étais instructeur. J'ai eu la chance de voyager dans les différents centres de formation CAE à travers le monde. Je suis notamment allée à Prague et à Ho Chi Minh au Vietnam. Et dans le fond, le but de mon poste, c'était de donner des cours sur comment faire la maintenance de nos simulateurs aux techniciens de nos clients. Donc, ça a été un poste assez différent. Puis, depuis la pandémie, j'ai joint le groupe de génie manufacturier pour donner un coup de main avec tout ce qui est nos différents produits. Et en termes de mon parcours un peu plus scolaire, mes études, j'ai fait un prix universitaire au Collège de Bois-de-Boulogne en sciences lettres et arts pour me donner vraiment toutes les opportunités à l'université. Et finalement, à l'université, je suis allée à l'École polytechnique Montréal en génie aérospatial et j'ai fait une concentration de développement de produits et intégration de systèmes. Pendant mes études, j'ai fait 2 stages, un à CAE en méthode et en amélioration continue et un deuxième à Pratt & Whitney en chaîne d'approvisionnement. Et finalement, ce qui m'a motivée à être où est-ce que je suis aujourd'hui, depuis vraiment mon plus jeune âge, j'ai comme un intérêt pour les sciences, l'espace et les avions. Donc, mes parents m'ont toujours amené aux différents musées, donc que ce soit le Centre des sciences de Montréal, les planétariums. Aussi, ils me faisaient lire beaucoup de livres, ils me faisaient faire des petites expériences avec les débrouillards et ces choses-là. Donc, ça m'a vraiment amené une curiosité scientifique où est-ce que j'aime le concret. Puis, finalement, au secondaire, j'ai réalisé que j'aimais vraiment beaucoup les mathématiques, la chimie, la physique. Puis, une conseillère en orientation au secondaire m'a parlé d'un nouveau programme en Polytechnique qui était justement génie aérospatial. Donc, au cégep, j'ai fait une visite d'université et j'ai également fait le programme ingénieur d'un jour qui m'a vraiment confirmé que c'était la place pour moi. Puis, c'est pas mal ça. Merci. Merci beaucoup, Chloé. Et maintenant, au tour de Stéphanie. Bon, bonjour tout le monde. Chloé, c'est très admirable ton parcours. Moi, je suis fondatrice de Libellule Monde. J'ai fondé la compagnie il y a 28 ans. Dès mon tout jeune âge, à l'âge de 7 ans, j'ai parti ma première entreprise. Donc, ça a toujours été inné en moi. Je ne viens pas d'une famille entrepreneur, mais j'ai toujours voulu partir ma compagnie. Donc, dès l'âge de 12 ans, j'ai commencé à travailler. J'ai fait plein d'emplois. Et j'ai commencé à travailler dans le vinyle à l'âge de 12 ans où on faisait des bandes décoratives sur les voitures. Donc, après ma tournée comme acrobate au Cirque du Soleil en Suisse, je suis revenue et j'ai fondé ma propre entreprise où j'ai commencé à faire du lettrage, j'ai fait de l'habillage, j'ai fait une centrale nucléaire en Chine et j'étais passionnée par les avions. Et à ce moment-là, j'ai fait un plan d'économie d'argent et de temps pour une compagnie qui sont mes Air Transat qui m'ont ouvert les portes. Et puis, à ce moment-là, j'ai pu développer plusieurs produits. J'ai eu la chance de parler à plusieurs départements. Les portes étaient vraiment grandes ouvertes, même si l'aéronautique
il y a 28 ans et c'était très, très, très homme, masculin, mais c'était très ouvert également. C'est une industrie qui est très prestigieuse et il y a tellement à faire. Donc, Libellule Image, on est spécialisé dans l'habillage d'avion. On est une compagnie manufacturière. On a aussi un département d'ingénierie où on certifie les pièces. On a plusieurs STC qui sont des Supplemental Type Certificates. On fait de la recherche depuis 1998. On a beaucoup d'innovations à notre actif. Et puis, l'aéronautique, c'est passionnant. C'est quelque chose que, encore une fois, aujourd'hui, lorsque je vais dans un hangar, j'en frissonne. C'est une industrie extraordinaire. Merci Stéphanie. Maintenant, je vais donner la parole à Alexandra. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je viens de l'École nationale d'aérotechnique. J'ai été engagée chez Bombardier. En finissant l'école, j'étais en entretien d'aéronef. Ça veut dire que je faisais des tests hydrauliques, électriques, je bougeais des avions. Puis j'étais chef d'équipe aussi pendant un bout. Donc, je faisais beaucoup de paperasse. On répondait à des snags, on faisait des requêtes pour les ingénieurs. Puis malheureusement, j'ai perdu mon emploi à Noël, je pense. Avec le COVID, ils ont décidé de baisser la production. Donc, j'ai quand même été chanceuse. Je me suis retrouvée un emploi assez vite chez Lockheed Martin. Donc là, je travaille plus sur des avions, c'est rendu des moteurs. Fait que, c'est ça. Fait que je répare des moteurs d'avion, je les démonte, je vais faire des réparations dessus. Après ça, je vais les remonter, certifier, puis on va tester le moteur. Et voilà. Merci beaucoup, Alexandra. Et maintenant, au tour de Caroline. Bonsoir, merci à tout le monde d'être ici. Alors, moi, c'est Caroline Massot. Moi, je suis en ressources humaines, donc mon parcours est un peu différent de mes nouvelles amies, je vais dire ça comme ça. Alors, moi, j'ai un bac en administration des affaires de l'UQAM, puis j'ai un certificat en relations de travail de l'Université de Queens. J'ai commencé ma carrière chez Suncor, qui est une organisation en pétrochimie, où j'ai vraiment eu la flamme pour tout ce qui est manufacturier. J'ai donc poursuivi ma carrière chez Pratt & Whitney Canada, où j'ai vraiment été en charge de toutes les usines de réparation puis maintenance à travers le monde. Je suis tombée un peu par hasard, je dirais, sur l'industrie de l'aérospatiale, mais je suis vraiment tombée en amour avec cette industrie. Comme disait Stéphanie, mon cœur bat moi aussi à chaque fois que je rentre dans une usine. Pratt & Whitney Canada, c'est 13 000 employés à travers le monde. Un fait pré-COVID, à chaque seconde, il y a un avion qui est équipé de nos moteurs qui atterrit ou qui décolle. C'est vraiment avec grande fierté qu'on le dit. Puis, je n'ai pas choisi l'industrie intentionnellement. Là, je pourrais dire que je ne changerais absolument rien à mon parcours. Merci beaucoup, Caroline. Et finalement, au tour de Catherine. Oui, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Catherine Filippelli. Je suis étudiante à l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal, finissante au DEP de technique d'usinage. Je vais en fait dire hourra finissante parce qu'en fait, COVID a obligé à prolonger ma formation. Donc, vous pouvez comprendre que j'ai très hâte de terminer, de pouvoir travailler. Donc, j'ai fait en fait mon DEP puis j'ai l'intention de poursuivre en faisant l'ASP en CNC qui débuterait 2 semaines après la fin de mon DEP. Donc, en fait, poursuivre avec une formation de perfectionnement en CNC pour moi était comme un must. Parce que j'ai vraiment développé un grand intérêt pour le CNC. Déjà que j'en avais un avant même d'aller à l'école, mais là, ça s'est juste amplifié en le faisant. Et en fait, vous allez pouvoir comprendre que mon parcours est un peu atypique. J'étais en fait dans la même chaise que Caroline auparavant. En fait, je travaillais en ressources humaines. J'ai terminé un bac en relations industrielles en 2015 et j'ai eu la chance de travailler 4 ans en ressources humaines par la suite. Je me suis spécialisée en recrutement en secteur industriel. Donc, vous pouvez comprendre en fait que je me suis beaucoup familiarisée avec l'environnement d'usine et les métiers spécialisés de par en fait le recrutement, de par en fait le devoir de connaître c'est quoi le travail de ces travailleurs-là pour pouvoir recruter, faire des bonnes embauches, donc recruter des personnes qui vont faire également cet emploi-là.
Mais j'ai découvert en fait le métier de machiniste en faisant ce travail-là de recrutement. Et puis, ça a été un coup de cœur. C'est difficile à expliquer. Les machines-outils, la fabrication, de transformer une matière brute et de lui donner une forme puis de lui donner une utilité. C'est quelque chose qui venait réellement me chercher. Il faut dire que j'ai un grand intérêt aussi personnel à la maison. Je bricole beaucoup et tout. Donc, ça c'est venu me chercher également pour ça. Mais c'est un travail qui a un côté intellectuel très, très fort, mathématiques, visualisation également, mentale. Mais on vient travailler également avec les mains. Donc, c'est comme un dextérité manuelle, intellectuelle et la technologie. Vous savez, la technologie prend de plus en plus de place dans l'industrie. Donc, c'est toutes des choses qui s'additionnent qui, pour moi, j'ai eu un besoin qui s'est créé pendant mon emploi en ressources humaines. J'avais comme une petite voix qui me disait que j'allais le regretter si je ne faisais pas un changement de carrière. Aujourd'hui, je ne regrette en rien. J'ai confiance que mon passé va pouvoir être bénéfique pour mon futur employeur. Mais pour moi, le métier de machiniste, c'est d'une grande beauté. Je ne regrette en rien mon changement de carrière. Alors voilà. Merci beaucoup tout le monde. On va passer maintenant à la deuxième question. Depuis bientôt 1 an déjà, le contexte a bien changé avec l'arrivée de la pandémie de la COVID-19 qui a frappé notre secteur d'activité. Néanmoins, votre intérêt pour l'aérospatiale demeure intact. Quel message aimeriez-vous passer aux jeunes filles et aux parents qui nous écoutent? Je vais passer maintenant la parole à Alexandra. Oui, donc c'est sûr qu'en rentrant dans l'aviation, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des up and down. Bon, c'est sûr, la pandémie, ça nous a frappé d'un coup, là. Moi, chez Bombardier, j'avais eu la chance de continuer pendant le COVID parce qu'on était essentiel. Puis, tu sais, c'est pas impossible de se retrouver un emploi parce que quand je l'ai perdu, justement à cause du COVID, avec la baisse de protection puis tout, j'ai réussi, après 1 mois, de me retrouver un travail chez Lockheed Martin. Puis je sais qu'il y a encore qui engagent chez, exemple, Air Inuit et compagnie. Fait que je veux juste dire à ceux, exemple, qui ont perdu leurs emplois ou ceux qui sont intéressés à rentrer là-dedans, c'est pas parce que maintenant, c'est comme en arrêt que vous n'allez pas vous trouver du travail. C'est sûr que quand les avions ils vont recommencer à voler, c'est sûr ça va tout repartir en masse. Là, vous allez vous trouver des emplois. En plus que quand j'ai fini en 2019, c'était genre c'était le manque de main-d'œuvre. Ils en cherchaient partout. Là. Les étudiants, ils se faisaient tirer d'un bord de l'autre. J'avais même pas donné mon CV. Puis j'avais des postes où est-ce que je voulais. Là. Fait que c'est sûr, découragez-vous pas. Là. C'est pas, c'est pas juste à cause du COVID que l'aéronautique, c'est fini. Merci beaucoup, Alexandra. Je vais passer maintenant la parole à Chloé. Oui, donc comme Alexandra a mentionné, l'aéronautique a toujours été un domaine un peu plus cyclique avec des hauts et des bas. C'est comme l'histoire le prouve avec les différentes crises économiques puis avec la pandémie qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais en même temps, ça permet de se développer une certaine résilience puis également d'aller chercher des compétences diversifiées, variées, connexes qui vont pouvoir nous aider plus tard dans notre carrière. Donc, je ne pense pas que ça soit forcément perdu, la situation actuelle. Sinon, je vous dirais persévérer. L'aéronautique et l'aérospatiale sont des domaines assez stimulants, intéressants, qui en valent la peine. Puis Montréal, on est dans les villes les plus en importance dans le domaine aéronautique dans le monde. Donc, c'est sûr que Montréal, on va se relever de la crise assez fort. Et puis, continuer de croire en vos rêves puis aller au bout de ceux-ci. Merci beaucoup, Chloé. Je vais passer maintenant la parole à Stéphanie. Bonjour. Ben, l'aéronautique, moi, je pense que ça va toujours. On n'est pas à la première crise. Le premier ballon gonflable a été lancé en 1780, je pense. Puis aujourd'hui, on est en 2021. Les gens ont soif de voyager. L'aéronautique, c'est pas que des métiers de génie, c'est des métiers. On a tous les métiers, c'est international. Ça va toujours rester, ça sera toujours innovant. Puis, dans des pandémies comme ça, il y aura toujours, moi, j'ai pour mon dire qu'il faut toujours prendre le positif dans du négatif. Et dans chaque crise, il y a des opportunités et il y a de la place. Et comme les filles ont dit, ça va reprendre. Et quand ça va reprendre de plus belle. Les opportunités seront là et ça sera à nous de changer ce monde-là et puis se l'approprier. Donc, venez-vous, allez, surtout les femmes, venez nous voir. On en a besoin de chercheurs, on a besoin
de plus de femmes pour être capable de marier le sexe masculin et féminin parce que cet alliage-là est beaucoup plus fort et puissant que juste un sexe ensemble. Donc, on a besoin de la diversité puis de travailler ensemble. Merci beaucoup, Stéphanie. Maintenant, je vais passer la parole à Catherine. Oui, en fait, c'est super intéressant. Je ne connais pas le milieu d'aérospatial, n'ayant pas travaillé. Pour moi, tu sais, c'est toutes des choses qui font beaucoup de sens. Puis peut-être Stéphanie, Caroline, vous pouvez peut-être appuyer ou contredire ce que je vais dire, mais je pense que les entreprises également du secteur de l'aérospatial ont été, le COVID a comme obligé également peut-être à amener à ouvrir les horizons, à amener une plus grande polyvalence ou en tout cas, moi, je connais quelques employeurs en aérospatial, puis ce que j'ai entendu, c'est que finalement, ils ont développé d'autres compétences ou ils ont comme ouvert des horizons de services à donner à leurs clients qu'ils ne faisaient pas, puis que COVID a comme amené des nouveaux réflexes à ça. Donc, je pense que ça va avoir créé des opportunités, ça va avoir créé des belles choses, somme toute, cette situation-là dans laquelle on est et que j'espère qu'on va en sortir. Donc, je pense qu'il y a du positif là, à travers tout ça. Puis moi, en fait, au niveau du métier de machiniste, les débouchés, j'en vois partout, dans toutes les régions, dans le Grand Montréal au complet. Je ne vois pas que ça s'arrête. Je ne vois pas qu'il y a un frein au niveau du recrutement pour tout métier là, qui sont au niveau du secteur de l'aérospatiale, et expressément le machiniste. Donc, moi, je dirais poursuivez vos rêves, ne mettez pas un frein à ça parce que, comme on le sait, un jour, on va revenir à la normale, puis les choses vont se placer. Donc, ne lâchez pas. Merci beaucoup, Catherine. Je vais passer maintenant la parole à Caroline. Bien, c'est sûr que, non, définitivement, un message d'espoir, de garder confiance. C'est une industrie qui est très résiliente. Comme tu dis, Catherine, on n'a pas arrêté de se redéfinir. On a continué à investir en recherche, en développement. On s'assure vraiment de demeurer compétitif, malgré qu'on est conscient que on a eu des décisions difficiles à prendre. Ça a été, c'est une industrie qui est fragilisée par son image avec la pandémie. Mais tu as raison, on s'est redéfini à offrir des nouveaux produits, des nouveaux services. La main-d'œuvre de l'aérospatiale au Québec est vraiment reconnue à travers le monde aussi pour la qualité de sa main-d'œuvre, ses programmes de formation. Puis quand ça va reprendre à très court terme, parce qu'on a tous hâte de voyager, on va être prêts, les industries vont être prêtes, notre organisation va être prête. C'est sûr, comme tu dis, que ça n'amène pas juste du négatif, ça amène aussi du positif, cette pandémie-là. Puis nous, ça nous a poussé aussi à revoir la façon dont on travaille. Si tu nous avais dit que du jour au lendemain, on allait travailler de la maison à 100 %, on aurait dit, bien, c'est pas possible. Puis on a complètement shifté nos paradigmes. Puis aujourd'hui, bien, ça ouvre aussi un horizon mondial où est-ce que vraiment ça ouvre les opportunités, là, sky's the limit là, pour prendre une image, mais c'est vraiment le cas. Donc, définitivement, garder confiance. Puis on va être prêt quand ça va reprendre. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup, Caroline. J'ai perdu la connexion un petit peu. Donc, pour la prochaine question, que selon moi, je trouve hyper importante. Aya, je pense qu'on t'a Okay, perdu. Oui, il me semble que tu as comme bugué. Alors, je vais poser la question à ta place. Excuse-moi, Aya. Donc, je vais aller poser la question suivante. Quels sont, selon vous, les changements qui restent à faire pour attirer et inclure davantage de femmes et plus largement des personnes issues de groupes sous-représentés dans notre secteur d'activité et nos formations? Et tu allais donner la parole en premier à Stéphanie Lemieux. Merci. Moi, je pense qu'il manque, je pense qu'il faut démontrer que l'industrie aéronautique, elle est accessible à tout le monde et qu'il y a des beaux programmes de diversité, justement. Elle veut accueillir les gens. Je pense qu'on devrait avoir plus d'informations sur tous les métiers qui se présentent, de pouvoir avoir, c'est quoi la différence entre une PME, un grand donneur d'ordre,
quels sont les métiers que l'on peut faire dans l'aéronautique. Ça peut être du marketing, ça peut être en génie, ça peut être... Il y a tellement de métiers possibles, c'est à l'international. Si on avait une plateforme informative qui pourrait justement démontrer c'est quoi une journée type chez un grand donneur d'ordre, c'est quoi une journée type pour tel métier. Donc, si les jeunes pouvaient venir mettre leur profil et avoir des matchs, un peu comme les applications, hein, avoir un match sur le métier qui correspond à eux, ensuite de ça, avoir l'opportunité de pouvoir parler à des industries, poser des questions, avoir des chats en ligne, avoir des visites virtuelles des compagnies. Je pense que ça serait fantastique. On éduquerait les jeunes, on les rendrait, on enlèverait un petit peu la théorie, on les rendrait un petit peu plus pratiques, on aurait une interaction, puis on enlèverait justement ces barrières-là qui semblent qu'il faut être un génie pour être dans l'aéronautique, puis ce n'est pas le cas. Je pense que ça pourrait être très, très bien. Merci beaucoup, Stéphanie. J'aimerais donc passer la parole à Catherine. Oui, merci. En fait, Stéphanie, c'est très puissant comme réflexion. Puis j'aimerais en fait mettre aussi un push là-dessus au niveau, tu sais, quand les jeunes sont en secondaire 4, secondaire 5, tu sais, moi, je suis dans un milieu de formation professionnelle, donc, tu sais, en fait, il y a peu de jeunes à mon école que j'ai remarqué qui viennent du secondaire. Tu sais, peut-être l'information, justement, devrait être véhiculée peut-être plus tôt en cheminement, faire une promotion du secteur de l'aérospatial, comme tu mentionnais, les différents types d'emplois, puis j'en perds mes mots, j'oublie le mot que je veux utiliser, mais les stéréotypes également des emplois femmes, hommes, de casser cette barrière-là. Donc, pour moi, le must, ça serait réellement en début de cheminement qu'il y ait plus d'informations qui soient véhiculées, puis d'introduire toutes les idées que tu mentionnais. Là, pour moi, j'appuie ton point, Stéphanie. Merci beaucoup, Catherine. Et maintenant, au tour de Caroline. Je pense que ça prend plus de journées comme aujourd'hui pour en parler, parce que d'en parler, c'est déjà très important. Mais ce qu'on peut faire de plus, là, je rejoins Stéphanie et Catherine, c'est vraiment d'être capable d'augmenter le bassin dans lequel on va aller vraiment pouler. Puis c'est en commençant très jeune, en étant très présent à un très jeune âge, comme tu disais, Catherine, démystifier l'image de ce que c'est cette industrie-là, parce que ça ouvre vraiment un monde de possibilités, puis d'avoir justement peut-être des figures qui sont diversifiées aussi, autant que ce soit les femmes ou des groupes sous-représentés quand on se présente dans ces écoles-là, auprès de ces jeunes-là. C'est une chose. La deuxième chose, je dirais peut-être des alliances, des partenariats très stratégiques au niveau de vraiment influencer des politiques, des programmes, aller vraiment aussi recruter dans des milieux moins traditionnels. Être présent aussi au niveau de notre communauté, ça fait une grosse différence. Nous, on fait des dons, exemple, pour des bourses pour vraiment augmenter l'égalité à l'éducation. C'est que ça aussi, c'est une façon d'augmenter la représentation de ces groupes-là puis des femmes. Puis le troisième est vraiment le plus important, ça commence par les organisations. Ça prend des organisations qui sont courageuses d'avoir les discussions inconfortables sur la diversité, puis qui sont vraiment prêtes à changer structurellement des biais organisationnels qui mettent des barrières aux femmes et aux groupes sous-représentés. Il y a d'ailleurs des études qui disent que c'est souvent dans les promotions puis à l'embauche que les gens sont justement stéréotypés, stigmatisés. Comme chez Pratt & Whitney Canada, on a mis une formation obligatoire à tous les gestionnaires sur les biais inconscients. Fait que ça, c'est une façon de faire, mais ça prend aussi des programmes de développement ciblés, puis des objectifs de diversité puis de groupes sous-représentés qui sont clairs, qui sont transparents, afin de vraiment bouger l'aiguille dans l'histoire. Comme nous, par exemple, on vise pour 2030, on vise la parité. Puis on a déjà, honnêtement, le pas, on l'a entamé il y a 5 ans. On est passé de 13% de femmes dans tous les postes de gestion à 20%. Puis on marche, puis on regarde en avant, puis on est vraiment très sérieux au niveau de la diversité, de l'équité puis l'inclusion. Merci pour la question. Merci beaucoup, Caroline. J'ai vraiment aimé ta réponse. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à Chloé. Oui, donc, je rejoins un peu mes co-panélistes sur ma réponse à cette question. Donc, premièrement, je pense que c'est vraiment important d'en parler
que ce soit autant les hommes que les femmes, les jeunes ou les adultes. Vraiment, il n'y a pas de tabou, avoir vraiment une discussion ouverte sur la question en famille, en entreprise. On pourrait aller aussi avec peut-être un peu plus de mentorat, avoir un peu comme des figures à laquelle se rapporter ou poser des questions, avoir nos insécurités. Je pense que ça pourrait être une opportunité intéressante. Sinon, il y a des choses qu'on fait déjà un peu, mais que je pense qu'on pourrait continuer à mettre un peu plus de l'avant. Donc, notamment des bourses et des programmes gouvernementaux, comme par exemple il y a la bourse Chapeau les filles qui existe, ou encore le programme Les filles et les sciences, un duo électrisant. Donc, je pense que ça, c'est bien. On pourrait y en avoir encore plus, avoir un peu plus même d'appui ou de présence de nos hauts dirigeants, que ce soit au niveau du Québec ou du Canada. Je pense que ça pourrait être une bonne chose. Également, des comités de diversité, donc que ce soit pour valoriser les femmes ou les groupes sous-représentés, autant en entreprise que dans les écoles et les universités. Je crois que ça peut être une bonne chose, au cégep aussi. Sinon, tout ce qui est des plans stratégiques de parité ou d'augmentation de présence féminine ou de groupes sous-représentés en pourcentage, donc dans nos écoles, nos entreprises, notre société. Notamment, comme je sais que d'un point de vue Ordre des ingénieurs du Québec, il y a l'initiative 30 en 30 pour le plan ING 2025 qui se rallie au plan 30 en 30 du Canada. Donc, c'est 30% des nouveaux ingénieurs doivent être des femmes en 2030. Donc, il y a cette initiative-là que je trouve super bien, qu'on pourrait continuer à mettre de l'avant et en avoir plus. Sinon, comme mes co-panélistes ont mentionné, vraiment y aller tôt chez les jeunes, donc commencer l'exposition vraiment aux sciences, à l'aérospatiale, à l'aéronautique, pour vraiment comme susciter leur intérêt, leur curiosité scientifique. Ça peut être également des universités ou des entreprises qui vont dans les écoles faire des ateliers scientifiques ou poser des séances de questions, faire vraiment présenter qu'est-ce que c'est pour avoir un peu plus de concret, savoir c'est quoi les métiers en aérospatiale et en aéronautique à Montréal. Et également, je pense qu'avoir un peu plus de modèles féminins dans les nouvelles, ça pourrait montrer un aspect un peu plus coloré du métier. C'est comme par exemple, quand j'étais plus jeune, je sais qu'il y avait beaucoup Julie Payette qui était très tendance, que c'était vraiment comme le modèle féminin, wow, l'astronaute et tout. Mais là, ces jours-ci, par exemple, récemment, avec le robot Persévérance sur Mars, on a vu Farah Alibé, qui est l'ingénieure aérospatiale montréalaise, qui a participé à cette super belle expérience. Donc, je pense que vraiment d'en parler plus dans les nouvelles, de montrer plus de modèles féminins ou de modèles de groupe sous-représentés, je pense que ça pourrait vraiment faire toute une différence. Tout à fait en accord. Merci beaucoup, Chloé. Et donc, finalement, la dernière personne, Alexandra. Oui, donc, je me rejoins pas mal avec vous autres. Je trouve que Chloé, elle a une bonne idée, par exemple. Exemple, des universités, des entreprises, même les écoles, exemple, pour moi, l'ENA ou l'EMAM. Aller dans les écoles, pas secondaires, mais... Ouais, c'est quoi le mot? Ah, primaire, ouais, excuse-moi. Les écoles primaires aussi, comme ça, c'est ça, ça va susciter comme la curiosité des jeunes. Parce que je trouve que c'est quand même un domaine mystérieux, tu sais, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que les gens y font là-dedans. Par exemple, moi, quand que je dis que je suis mécanicienne, on me demande si je suis pilote, mais ça vraiment, c'est pas ça, là. Puis sinon, peut-être je sais qu'il y a les portes ouvertes. De mon cas, avec l'ENA, je sais qu'il y a aussi une journée des filles pour les portes ouvertes, si je ne me trompe pas. Faire des kiosques aux écoles secondaires. Moi, j'avais été là, justement, puis ce qui m'avait beaucoup aidé, puis ça, peut-être qu'ils pourraient en faire plus. Je sais pas si c'est juste à l'ENA, par exemple, ou les MAM aussi, ou Polytechnique qui font ça, mais c'est une journée étudiante d'un jour, fait que tu vas une journée là, tu vas aller voir la technique qui t'intéresse ou plusieurs techniques, puis tu vas poser des questions aux profs, aux étudiants, tu vas passer les cours avec eux, c'était vraiment intéressant. Mais sinon, je trouve qu'il y a quand même pas mal de progrès. Moi, personnellement, j'ai fait 2 entreprises pour le moment dans l'industrie, puis il y a beaucoup plus exemple, si on parle des femmes, il y a beaucoup plus de femmes qu'on le pense, là. Je pense que on devrait juste continuer dans ce sens-là. Dans mon cas, je pense qu'on fait quand même des beaux efforts là, pour attirer les gens. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra. Maintenant, on va passer à la question 4. Cette question s'adresse spécialement à Stéphanie Lemieux. On peut dire que vous avez eu un parcours plutôt atypique. Vous êtes aujourd'hui à la tête de l'entreprise que vous avez vous-même créée. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles durant votre carrière en tant que femme? Si oui, comment avez-vous réussi à y faire face et qu'est-ce qui vous a motivé à persévérer? Je pense que d'être entrepreneur, ça vient avec ses défis.
Donc, j'ai eu plusieurs épreuves dans ma vie. Ça fait 28 ans, il y a eu les 3 crises. Je pense pas que d'être une femme ou un homme, chaque genre a ses défis. Je viens de l'aéronautique, puis c'était dans un milieu d'hommes, donc j'ai quand même percé, les hommes m'ont aidé. Par contre, étant femme, c'est sûr et certain que ça vient avec des challenges, comme par exemple, quand j'ai eu mes enfants, j'ai été alitée aux 2 grossesses. À ma grande surprise, je ne pouvais pas arrêter de travailler, donc j'ai dû m'organiser, laisser mon bébé, m'occuper de mon bébé parce que je ne pouvais pas bouger, de continuer à travailler. Ça, c'était vraiment un défi. Donc, au niveau entrepreneurial, je pense que les deux, si tu es motivé, si tu as un plan clair, si vraiment tu es convaincu de tes idées, tu vas avoir tes défis, mais tu vas réussir à convaincre n'importe qui, que tu sois une femme ou un homme. Il y a des épreuves moi, je ne veux pas dire que c'est difficile pour une femme. Ça a ses défis pour un homme également. Être entrepreneur, c'est beau. Il faut être motivé, il faut être convaincu, il faut être persévérant et il faut être courageux. Il faut se donner sa claque dans le dos seul à toi parce qu'il ne faut pas t'attendre après personne. Il faut que tu sois capable de mener une équipe, d'avoir une mission, une vision claire. Puis après ça, ben, ça vient avec ces défis que tu sois l'homme ou femme. Donc, j'encourage toutes les femmes à le faire. Puis, même les femmes qui veulent avoir des enfants, une famille, des enfants, ça ne t'empêche pas de faire ton rêve. Au contraire, ça te propulse vers le haut, ça te garde jeune. Donc, on n'en a pas de barrière. C'est nous-mêmes qui nous donnent nos propres barrières. On peut tous réaliser nos rêves, qu'on soit une femme ou un homme, de tous les genres, de toutes les diversités. Merci beaucoup, Stéphanie. C'était très intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Merci. Donc, pour la dernière question, un peu pour conclure le tout, j'aimerais savoir si c'était à refaire, que feriez-vous différemment? Ou qu'est-ce que vous ne ferez pas? Donc, on va commencer. Je vais donner la parole à Chloé. Merci. Donc, ce que je ferais différemment, je pense que j'irais peut-être pour un parcours un peu plus technique. Donc, au lieu de faire un pré-universitaire à l'université, au cégep, pardon, j'irais peut-être plus vers l'ENA ou l'EMAM, peut-être plus comme en design ou maintenance pour vraiment avoir une bonne connaissance technique rendue dans le milieu du travail. Ou sinon, à l'université, j'irais peut-être dans une implication dans une société technique plutôt qu'un comité étudiant. Aller chercher encore un peu plus de connaissances à ce niveau-là. Et aussi, je me rends compte en travaillant puis en ayant voyagé qu'on apprend énormément d'un côté autant technique qu'humain quand on est avec une autre culture. Donc, je crois que je ferai un stage ou une session à l'étranger à l'université. Merci beaucoup, Chloé. Et maintenant, j'aimerais passer le tour à Stéphanie. Ce que je ferais, moi, j'aurais emprunté aux banques. Moi, je n'ai pas emprunté. Je suis revenue de ma tournée du Cirque du Soleil. J'avais ramassé assez d'argent. J'ai parti ma compagnie. Puis, je pense que j'étais trop fière d'avoir ramassé autant d'argent. Puis, j'ai tout mis mon argent dans ma compagnie sans emprunter aux banques. J'ai loué un local sur 5 ans qui était extrêmement cher. Donc, pendant 10 ans, je n'ai pas eu de prêt des banques. J'ai fait affaire avec des Sherlock. J'ai emprunté. J'ai vraiment, excusez-moi l'expression, mais rushé ma vie pendant 10 ans de temps. Je dormais dans ma boutique, j'avais une cuve, je prenais ma douche avec une hose, je couchais dans mon bureau, je n'avais pas d'argent pendant des années, puis j'ai travaillé du 7 jours sur 7 les premières années à du 4 heures du matin à minuit. Donc, j'emprunterais aux banques, je me créerais un crédit et ça faciliterait ma vie, ça aurait facilité ma vie, vraiment. C'est ce que je ferais différent. Merci, Stéphanie. Je vais passer la parole à Alexandra. Oui, moi, personnellement, je ne changerais rien. J'ai vraiment aimé ça, mon expérience chez l'ENA. En plus que c'est une école vraiment spécialisée, puis on n'est quand même pas beaucoup. Tu sais, c'est vraiment courtois, c'est jovial, les gens, ils s'entraident beaucoup. C'est parce qu'on a juste 3 techniques là-bas. Puis peut-être que je continuerai à l'université éventuellement, mais sinon,
j'ai vraiment aimé mes expériences chez Bombardier. Puis maintenant, chez Lockheed Martin, je suis en train d'apprendre les moteurs. Puis j'aime vraiment ça. Fait que pour vrai, pour le moment, là, je suis vraiment bien où est-ce que je suis. Puis je ne changerai rien. Merci, Alexandra. Je passerai la parole à Caroline. Bien, moi, je crois que comme femme, honnêtement, qui a immigré au Canada quand elle avait 14 ans, moi, je suis une citoyenne du monde, j'ai voyagé un peu partout, mes parents, mon père est moitié africain, moitié chinois, ma mère est polonaise, vietnamienne, puis je pense que c'est un bagage culturel qui vient avec ça. Puis je suis arrivée, j'avais 14 ans ici, j'en ai 45 maintenant. Je dirais que j'aurais donné plus de puissance à ma voix plus tôt, vraiment faire part de mes ambitions plus tôt, puis aller me chercher un mentor plus tôt aussi. Ça a vraiment fait une grande différence dans ma vie, quelqu'un qui me guide à travers les rouages de ce que c'est une industrie. Je pense que ça a quand même certaines particularités ou des fois, juste un petit guide là, qui te soutient ou qui te donne un petit push. Puis aujourd'hui, je mentor, je sponsor plusieurs jeunes filles. Puis je vous le dis, faites-le. Reach out là, à ceux qui nous écoutent. Trouvez-vous un le plus tôt possible. Ça fait vraiment une grande différence. Oui, j'approuve complètement. Merci beaucoup, Caroline. Maintenant, au tour de Catherine. Oui. Moi, en fait, ce que je ferais différent, ben, je considère que je suis en train de le faire. Comme j'expliquais un peu plus tôt, bien en fait, pour moi, il s'agit d'un changement de carrière. Donc, j'étais plutôt dans les bureaux en tant que professionnelle en ressources humaines. Et puis, ça m'a quand même pris 1 an de bonne réflexion. Il faut dire, c'était pas si facile que ça. Parce que travailler en ressources humaines, il y a des bonnes conditions qui viennent avec ça, il y a des bons défis et tout, mais c'était réellement là, une voix à l'intérieur de moi et puis mes intérêts personnels qui venaient en jeu, qui ont fait en sorte que je me suis mis en réflexion pendant une bonne année. Assez pour dire que, pour être franche avec vous, j'ai consulté une personne externe, un conseiller en orientation professionnelle qui ne me connaissait pas du tout et je voulais partir réellement là, la case départ et de vraiment être objective avec moi-même. Mais le rêve en moi était réellement fort. Donc, c'était plus fort que moi de faire le changement de carrière, faire le saut. Donc, ce que je ferais différent, en fait, je suis en train de le faire. J'encourage fortement, en fait, les femmes à faire ce changement-là, si c'est le cas pour vous, ou à prendre la décision d'aller dans un métier qui est considéré traditionnellement masculin. Votre place est là. À l'EMAM, si je peux parler de l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal, si vous réfléchissez à faire carrière dans le secteur de l'aérospatial, l'EMAM est une superbe école. Tous les professeurs, je connais les professeurs de toutes les formations, il y a 5 formations qui sont offertes. Chacun des professeurs est passionné. Ils sont en amour avec leur métier et ils partagent cet amour-là avec les étudiants. Dès jour 1, ça se ressent. L'école, elle est équipée, excusez-moi de l'expression, comme ça se peut pas. Il y a beaucoup d'équipements. Le parc machine est très grand. Chaque élève a de l'équipement en masse pour pouvoir se pratiquer. Le secteur de l'aérospatial, en fait, je pense que toutes les formations, probablement que l'ENA également, c'est pareil. Les formations sont réellement bien structurées pour vous permettre d'avoir du succès dans ce secteur-là. Donc, je ne vais pas trop divaguer de la question. Finalement, ce que j'aurais fait de différent, je suis en train de le réaliser et je suis très fière de ça. Merci beaucoup, Catherine. Et maintenant, si on a le temps, ce serait le temps des questions. Oui, écoutez, merci à toutes. Nous allons passer aux questions du public. Charbel, à toi. Oui, bonjour. Donc, merci tout le monde pour votre intervention. Première question que nous avons reçue, d'abord un remerciement pour les beaux mots de courage que vous avez présentés. La question est la suivante. Pour une personne qui a de l'expérience dans le milieu, est-ce nécessaire d'étudier en génie ou de poursuivre d'autres formations spécialisées? Moi, personnellement, peut-être pas en génie mécanique. Je suis encore en train de décider, peut-être aller à l'ETS. Honnêtement, je ne sais pas encore. Je me dis, je vais peut-être encore quelques années travailler sur le plancher, gagner plus de techniques, d'expérience, puis après ça, pour ma part, on verra. Je ne sais pas.
Quelqu'un d'autre aimerait répondre à la question ou est-ce qu'on peut passer à la suivante? Je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend du métier qu'on veut faire. Si c'est sûr que les formations d'ingénierie, si tu n'es pas ingénieur, tu ne seras pas pris. C'est vraiment, il y a des protocoles à suivre. Donc, il est évident qu'on doit savoir qu'est-ce qu'on veut faire comme carrière. Et dans l'aéronautique, il y a des carrières comme le génie, mais tu dois être génie pour faire ce poste-là. Donc, c'est très important de savoir ce qu'on veut faire pour décider des études qu'on va les prendre. Merci. C'est pas long, hein? C'est pas long les études pour une carrière au complet. Merci. Je passerai à la prochaine question qui a été posée en anglais. As a student with an option in avionics and control systems, it is quite a challenge to get into the work field without related experience. Any tips on how to successfully pave a way into the industry? La question, c'est être avionique, c'est difficile de se trouver un travail, pas d'expérience? Non, pour une étudiante qui a en option avionique et un système de contrôle, c'est un défi en fait pour rentrer dans ce secteur sans avoir de l'expérience. Donc, avez-vous des conseils pour pouvoir rentrer dans cette industrie? Non, mais il y a les stages. Il y a toujours les stages qu'on peut faire. Et il ne faut pas oublier, je parle en français, mais je ne sais pas si je dois parler en anglais. Il y a actuellement, nous sommes dans l'ère de la diversité. À force égale, la femme va être prise. Les opportunités sont là. Les barrières sont tombées. On a besoin de femmes. L'aéronautique a des programmes de diversité pour accueillir les femmes. Vous avez vraiment votre chance. Faites votre métier. Les portes sont ouvertes à vous. Et il y a des stages, il y a des mentors, il y a des associations pour vous aider à rentrer dans l'industrie. On en a besoin. Et je peux ajouter là-dessus, je dirais aussi bâtir son réseau de contacts, que ce soit sur LinkedIn, dans des visites industrielles, dans des événements de réseautage aussi, c'est super important parce qu'avec des bons contacts, aussi, on arrive à créer des liens avec les différentes entreprises puis à se faire un nom. Puis l'aéronautique, l'aérospatiale à Montréal, c'est quand même un petit monde. On croise souvent les mêmes gens, donc c'est bien de se bâtir une belle visibilité sur cet aspect-là. Et il y a toujours la journée porte ouverte pour les emplois également, que les gens ont la chance d'aller rencontrer les compagnies sur place dans des kiosques. Clavardage qu'on fait, je pense, sur le site, en tout cas sur le site d'Aéro Montréal, il y a un clavardage où les postes sont affichés, puis vous pouvez parler directement aux recruteurs, mais définitivement les conseils de Stéphanie et Chloé, puis des stages en avionique, puis définitivement, là, il y en a. Alexandra, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Moi, honnêtement, j'ai rentré dans l'industrie avec zéro connaissance, puis j'ai bien appris, les cours étaient bien faits, puis justement, exemple, la technique à mon école qui est avionique, il y a des stages aussi. Je pense qu'il y a des stages, puis faut pas s'arrêter juste à ça, là, tu sais. Moi aussi, j'avais peur de ça, justement, plein de gars qui connaissent la mécanique, moi, je connais rien, mais finalement, on commence de la case départ, tout le monde est égal, puis il faut pas s'en faire avec ça. Est-ce que je peux répondre aussi? Je sais, je ne suis pas une panéliste, mais je dirais, I'll say it in English, as a student, you can join clubs. It won't give you the exact work experience that some companies wishes for, but you have experience in working in a group, you have experience in working in a project, you have experience with a competition. So, and you also have experience with communication with other people because it's not always as fun, especially for a woman. But I'll tell you, join a club, go to the events, and also you have online, they kind of have little classes where you can get a certificate at the end when you do a quiz. You can add that up and then you can go and talk with business people. You can talk with companies and trying to get an internship if you're not co-op and so on.
So yeah, joining a club and doing your own project on the side can really help you to get an internship. Merci. Une question pour tout le monde peut-être. Qu'est-ce qui vous motive le plus au travail? Les défis, la beauté de l'innovation, une industrie qui est sans cesse en évolution, la recherche, que ce soit international, les gens, la communauté, c'est une grande famille. Les opportunités, c'est fantastique. Chaque matin, c'est un nouveau défi. Les journées sont courtes, même si on travaille beaucoup, mais ça passe vite parce que c'est une passion. C'est pas un travail. C'est ma motivation à moi. Pour moi, je dirais que c'est vraiment mon équipe, mes collègues. Vraiment, c'est eux qui apportent comme la joie au travail. Aussi, le produit sur lequel on travaille, c'est intéressant de vraiment voir le produit évoluer de concret, donc de la fabrication à l'assemblage au test fonctionnel. Puis, c'est comme Stéphanie dit, vraiment, c'est le fait d'avoir une passion pour ce domaine. Merci. Prochaine question. Quelles qualités faut-il posséder aujourd'hui pour bien réussir sa carrière? Et est-ce que ces qualités sont différentes pour une femme plutôt que pour un homme? L'aptitude et l'attitude. C'est femme et homme. Je pense qu'on peut être compétent, on peut être intelligent. Si on n'a pas l'attitude, tu ne travailles pas en équipe, ça ne sert à rien. Fait que je pense que c'est important d'avoir des qualités, mais c'est important d'avoir des valeurs, de connaître ses valeurs et d'aller dans des endroits, de s'associer avec une équipe, des gens, une compagnie qui a les mêmes valeurs que toi, sinon tu vas toujours être en conflit avec toi-même. Tu ne pourras pas performer. Oui, puis que les compétences qu'on recherche, tu sais, comme tu dis, Stéphanie, il y a ce qu'on appelle ce que tu fais, donc le côté plus technique, mais que ce soit homme ou femme, c'est ce que tu es et c'est vraiment ce que toutes les organisations recherchent aujourd'hui. C'est des gens qui sont agiles, qui ont une facilité de collaborer, qui ont de l'empathie, qui sont capables de travailler en équipe. C'est vraiment plus ce que tu es versus ce que tu fais. Fait que, si vous aviez à travailler sur quelque chose, ça serait plus le being là, que d'autres choses. Effectivement. Moi aussi, je dirais l'attitude, le travail d'équipe, c'est vraiment important. Puis, de mon côté, en tant que femme, la confiance, pas avoir peur de mettre son pied de l'avant. Moi, personnellement, j'étais au début un peu effrayée. Je me tenais un peu plus à l'arrière, mais c'est vraiment pas ça qu'il faut faire, là. Il faut foncer, c'est ça, faut travailler en équipe. Je pense que c'est le plus important. Mm-hmm. Je rajoute à ce qu'Alexandra a dit, je suis d'accord qu'il ne faut pas avoir peur de prendre sa place, autant homme que femme. Pas hésiter à montrer son leadership également, et aller avec tout ce qui est l'attitude, comment est-ce qu'on est, notre intelligence émotionnelle aussi, puis vraiment travailler en équipe, c'est ce qui est pas mal winner ces temps-ci. De ne pas avoir peur de poser des questions. Il n'y a pas une question niaiseuse. C'est vraiment, on apprend chaque jour. C'est pas grave, les questions sont importantes. De connaître qu'est-ce qu'on est, ses compétences, et de ne pas avoir peur de dire ça, je ne suis pas sûre que je suis capable de le faire, j'ai besoin d'aide pour ça. Une belle curiosité intellectuelle. Exactement. Oui, définitivement. Merci. Prochaine question. L'aérospatiale se digitalise et les métiers de l'aéro aussi. Mais les femmes sont encore moins nombreuses en TI qu'en aéro. Qu'est-ce que vous voyez comme moyen pour prévenir ce nouveau risque et continuer le chemin vers la diversité? Mais encore une fois, pour moi, c'est le même, c'est la roue qui continue de tourner. Il faut vraiment éduquer, informer, aller recueillir les jeunes femmes dès le secondaire, les amener, leur démontrer que c'est un métier qui est intéressant parce qu'on en a besoin. On en a besoin, nous, à chaque fois qu'on essaie d'engager si on n'a pas de CV féminin, c'est que des CV masculins. Et déjà, il n'y a pas beaucoup de gens disponibles. Donc, d'éduquer, d'informer, puis d'aller repêcher, d'aller recueillir. La relève.
Je pense que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui le disait, là, quand on se présente dans ces écoles, c'est d'avoir des gens qui sont différents ou qui nous ressemblent. Quand on parle de diversité, équité, inclusion, c'est un peu l'objectif. Je pense qu'on essaye d'atteindre, c'est d'être le miroir de notre société et de nos communautés. Fait que si on voit quelqu'un qui nous ressemble, on se dit, ben, OK, que ce soit un groupe sous-représenté ou une femme, de le voir, c'est de croire qu'on peut le devenir. Fait que, oui, très tôt, mais aussi avoir justement des modèles qui sont différents et qui nous ressemblent, définitivement. Puis aussi, je ne sais pas comment dire ça en français, le reskilling, c'est de reformer quelqu'un, ça aussi, c'est possible pour augmenter les femmes dans le TI. Fait que c'est une autre stratégie qu'on peut mettre en place, là, définitivement. Mais surtout avec l'intelligence aussi, aujourd'hui, avec l'intelligence, aujourd'hui, on peut avoir des compétences, mais demain, l'intelligence artificielle nous permet, puis tout ce qui est informatique et transformation numérique, nous permet d'avoir des compétences supplémentaires. Donc, aujourd'hui, on peut être ça, demain, on peut être autre chose. Donc, toujours être ouverte à qu'est-ce qui s'offre à nous à chaque journée. Et ça ne veut pas dire que tu as besoin d'être, encore une fois, un génie pour aller dans la transformation numérique parce qu'il y a les machines qui nous supportent également. Oui. Merci. Je vois qu'il y a une dernière question. On va la prendre, mais après, on va arrêter. Quels sont les domaines en aérospatial où la demande en recrutement est la plus forte? Peut-être une question pour Caroline, éventuellement? Ou Stéphanie? Je ne sais pas. Je vais prendre mon amie Stéphanie, peut-être. Dans le recrutement, je pense qu'aujourd'hui, le recrutement, c'est vraiment au niveau de la transformation numérique, la programmation, data scientist, intelligence artificielle. C'est pour ce que je vois, moi, je ne sais pas, il y a beaucoup de manque à gagner en ce moment. Il y a tellement de gens qui sont partis que je vois tous mes collègues qui portent 8 chapeaux. Donc, c'est un peu, il va y avoir beaucoup de place. La transformation numérique va aider justement à supporter ce manque qui est tombé. Il faut récupérer toute la knowledge qui est partie rapidement. On s'entend, la pandémie, ça a été foudroyant. Les gens sont partis sans déléguer leurs connaissances et tout ça. Donc, on a tout ça à rattraper. C'est une question assez difficile à répondre en ce moment, je dirais. Oui, non, je suis d'accord. Je pense que c'est pour ça que j'hésitais, parce que oui, on parle d'ingénieurs en logiciel, de data scientist, mais je pense qu'il y a aussi le gap démographique qui est là, il est réel. Donc, je pense que, puis tu as raison, la pandémie a tellement frappé que nos collègues, comme tu dis, portent 8 chapeaux. Honnêtement, aujourd'hui, je regarde qu'est-ce qu'on aurait besoin de recruter, de tout. Que le secteur reparte. On est prêt. Oui. Merci. Notre événement touche déjà à sa fin. Je remercie nos panélistes ainsi que nos ambassadrices du RAM. Notez que vous pourrez bientôt retrouver l'enregistrement vidéo sur notre page YouTube. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci. Bye bye. Merci. Merci tout le monde. Merci. Merci.